Partage de conseils, d'histoires et d'instants vécus en montagne. Bienvenue dans l'Appel des Cimes, le podcast signé Alpinecore. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Appel des Cimes. Aujourd'hui, on va parler de la préparation en randonnée. Comment bien préparer ses randonnées à l'avance, sur le moment, etc. Donc voilà, c'est parti. Déjà, quels sont pour toi les prérequis? Qu'est-ce qu'il faut savoir faire avant même la planification? Est-ce qu'il faut savoir utiliser une boussole? Est-ce qu'il faut savoir lire une carte? Avant vos premières balades, vous allez la plupart du temps pas le savoir. On commence et on découvre un petit peu en faisant. Je pense que oui, savoir lire une carte et savoir utiliser une boussole, ça fait partie des premières choses qu'il faudrait apprendre à faire. Et si possible, il faudrait l'apprendre quand on est un enfant, quand c'est fun, quoi. Parce que quand on est un adulte, c'est un peu plus compliqué de trouver du fun là-dedans. Encore que, moi j'aime bien ça. Donc idéalement, oui, comprendre une carte, c'est cool. Ça permet de savoir un peu ce qu'on va faire. Donc pour toi, on va forcément faire des erreurs. Ah oui. En gros, il faut randonner pour savoir planifier la randonnée. Ouais, c'est vraiment un truc qui s'apprend en faisant. Ok. Bah justement, une fois qu'on sait un petit peu, plus ou moins, comment choisir un itinéraire adapté à son niveau? Eh ben ça, c'est une très bonne question. Alors, vous allez regarder plusieurs choses. Vous pouvez regarder donc encore une fois le profil de terrain. Le profil de terrain, c'est par exemple le dénivelé. Bon, ok, je suis un randonneur débutant. Si je fais déjà 400 mètres de dénivelé, c'est beaucoup. Bon, je vais regarder des trucs qui ne dépassent pas les 400 mètres de dénivelé. Je suis un randonneur débutant, mais avec un gros physique. Je sais que je peux aller globalement jusqu'à 800 mètres. Bon, c'est pas un problème. On va regarder des trucs, voilà. Donc ça, c'est le profil du terrain. Mais il y a aussi le type de terrain. Est-ce que je vais passer dans des pierriers? Est-ce que je vais passer dans des marais, dans de la forêt, sur des sentiers classiques, etc. Le truc, c'est que ça, vous pouvez pas trop le savoir à moins d'aller sur des applications qui vous préviennent de ce que vous allez rencontrer. On parle de ça, mais quand on est débutant, des fois, on sait même pas ce que c'est qu'un pierrier. Hein. Oui, voilà. Puis j'allais dire, c'est quand même des estimations générales, globales. Donc ça veut dire que ça prend pas en compte si on a des problèmes de santé. Ouais. Voilà, ça, il faut que vous le preniez en compte aussi. Oui, bien sûr. Ouais. C'est pas une science exacte, quoi. Non, on est tout à fait d'accord. Par contre, la durée du trajet, effectivement, n'est pas gravée dans le marbre. Par contre, le type de terrain, lui, a priori, il est littéralement gravé dedans. Parce que ça, je suis désolé, je peux pas faire beaucoup mieux que ça. Hein. C'est vrai, c'est ça pour le coup, ça l'est. Donc, en fait, déjà, voilà, renseignez-vous sur le terrain, renseignez-vous sur le parcours que vous allez faire. Vous avez plusieurs options pour ça. Vous avez altitude rando, vous avez viso rando, vous avez camp to camp. Camp to camp, ça reste quand même vraiment le mieux. Alors ça, pour le coup, c'est pas une application, c'est un site. Allez voir camp to camp quand vous voulez faire quelque chose. La plupart du temps, vous allez avoir des indications qui sont hyper précieuses. C'est sur extrêmement quoi, par exemple? Surtout. C'est ça qui est génial, c'est que camp to camp, c'est pas une seule activité. Vous expliquent le dénivelé, Ouais, vous avez le dénivelé, le type de terrain, si le terrain est équipé ou pas. Du coup, le matériel qu'on vous conseille de prendre, tout ça, vous allez l'avoir sur Camp to Camp. Donc c'est vraiment chouette. C'est un très bon truc. Moi, vraiment, je conseille de regarder là-dessus. Ok. Voilà. Comment est-ce qu'on estime son temps d'effort réel? Il y a plusieurs trucs. Alors déjà, vous pouvez calculer le nombre de kilomètres et le nombre de kilomètres effort. Donc, vous prenez n'importe quelle application, vous pouvez rentrer un parcours. Donc, ça peut être Witrek, donc ça c'est IGN. Ça peut être Strava, ça peut être ce que vous voulez, voilà. Et une fois que vous avez ça, vous rentrez donc votre itinéraire là-dessus. Ça va a priori, vous donner tout le calcul. Ça va vous donner tout de suite la distance et le dénivelé. Sauf qu'il y a un truc qui n'est pas compté dedans, c'est le kilomètre effort. Le kilomètre effort, c'est pas juste votre distance, c'est la distance réelle en fonction du dénivelé. Parce que si je vous dis à 500 mètres de dénivelé, pour la plupart des gens qui en font très peu ou qui débutent, ça ne vous dit pas grand-chose. Par contre, si je vous dis 500 mètres de dénivelé, ça équivaut à peu près à 5 km de marche à plat, là, tout de suite, vous comprenez. Donc, par exemple, vous avez décidé de faire un parcours en disant « Ouais, j'ai 10 km à faire, et puis, je sais pas, moi, j'ai 800 mètres de dénivelé sur les 10 km. » C'est une rando globalement classique. Ouais, donc, ça veut dire qu'à l'effort, c'est 18 km que vous allez faire. Bah oui, ça change tout, quoi. Voilà, c'est plus la même. Donc, le temps, c'est
compliqué à calculer. Ça, c'est vraiment c'est de la connaissance personnelle, en fait. C'est ce que vous connaissez, ce que vous savez à quelle vitesse vous marchez. Mais la réalité, c'est que voilà, il faut partir du principe que quand vous partez sur une balade, il faut prendre en compte tout ça. Mhm. Donc, comment est-ce qu'on anticipe les zones techniques exposées? Alors ça, pour le coup, il faut apprendre à lire une carte. Alors encore une fois, si vous prenez Camp to Camp, ils vont vous expliquer globalement, et puis vous avez un système de cotation en alpi et en randonnée. C'est numéroté de 1 à 5 normalement, et puis voilà, moi je vous avoue que c'est un système que j'utilise pas trop. J'ai mon propre système maintenant personnel, parce que je trouve que c'est beaucoup plus clair. Après, donc voilà, si vous lisez une carte, en général, vous allez voir un petit peu l'exposition. Et encore une fois, selon les applications, vous allez peut-être avoir des explications justement de l'exposition, etc. Donc ça, vous pouvez l'anticiper comme ça. Ok. Ouais, parce que c'est vrai que c'est... Même il y a des parcours qui sont pas spécialement techniques ou exposés de base, mais dès qu'il y a de la neige ou... Ah bah ouais, la neige, c'est un facteur... La météo peut influencer tout ça. Ouais, bien sûr. On va y revenir aussi. Pour toi, est-ce qu'il y a parfois des parcours qui sont traîtres? Ouais. Ah oui. Bien sûr, il y a des parcours traîtres. Il y a des parcours où vous vous dites, ouais, ça va être facile parce que j'ai que tant de mètres de dénivelé à faire ou j'ai que ça. Sauf que ce que vous n'avez pas calculé, c'est que vous l'avez genre plusieurs fois. Vous pouvez avoir 100 mètres par-ci, 100 mètres par-là, 200 mètres là, etc. Puis au final, ça fait long. Et puis vous avez des parcours traîtres aussi parce que 100 mètres de dénivelé sur un pierrier, c'est pas comme 100 mètres de dénivelé sur un sentier. Et ça joue. Oui, ça oui. joue beaucoup. Si c'est beaucoup plus technique. Ouais, c'est clair. Et puis vous avez des parcours traîtres aussi parce que des fois le sentier il est effacé, des fois vous arrivez, vous le trouvez pas. Enfin, des fois faut chercher un peu et ça peut prendre du temps. Est-ce qu'il faut prévoir un itinéraire B, C, D? Alors, idéalement, toujours. Idéalement, il faut toujours avoir une solution de repli quand vous partez. Vous avez choisi, je sais pas moi, un parcours, vous êtes content, vous êtes absolument sûr de vous, et puis en fait, vous arrivez et la météo s'y prête pas, vous avez votre fenêtre qui est un peu décalée, vous êtes pas... Voilà. C'est toujours bien de savoir par où on va passer, ouais. D'avoir une solution de repli. Ça, c'est toujours cool, ouais. Ok. Mais c'est pas toujours possible. Non. Ouais. Non, bien sûr. Et puis des fois, en fait, vous aviez préparé un itinéraire de secours, mais en fait, vous vous rendez compte que l'itinéraire, il est plus compliqué que votre itinéraire de base, ça peut arriver aussi. Voilà, il y a plein de choses, en fait, qui rentrent en ligne de compte. Ok. Par rapport à la météo, comment est-ce qu'on l'analyse de façon fiable? En allant sur des sites météorologiques. Ouais. Alors, vous avez plusieurs applications. Moi, j'utilise beaucoup Météo Blue. C'est assez bien foutu. Donc là, vous avez tout simplement des prévisions qui sont assez fiables. Vous pouvez aller sur le site de Météo France, en particulier pour la météo des neiges, ils sont vraiment bien. Voilà. Et puis après... pour la Suisse, Météo Suisse. Ouais, tout à fait. Qui est encore valable en Haute-Savoie. D'ailleurs, c'est assez bien foutu là-dessus. Météo Suisse, ils sont assez fiables. Ouais, c'est vachement précis en plus. Ouais, ils ont des grilles assez comme fines. Météo Blue, il y a une fonctionnalité animation que j'adore parce que ça permet de voir le déplacement des couches nuageuses et donc voilà, par conséquent des précipitations en temps potentielles. Et en heure. Ouais, exactement. Donc c'est pas mal. Comment vérifier l'état des sentiers en avance? Ça, c'est quasiment impossible. À moins d'aller se renseigner, vraiment, encore une fois, alors vous pouvez tenter l'office du tourisme, même si vous n'êtes pas sûr de pouvoir avoir des renseignements. Après, l'office du tourisme, par moment, ils arrivent à collecter des données, justement avec les randonneurs. Donc, vous pouvez toujours leur poser la question, déjà. Et puis surtout, si vous faites une randonnée, par exemple, dont vous savez qu'elle va être empruntée assez régulièrement par la suite, et que vous avez un état sur les conditions, n'hésitez pas à leur transmettre. Ouais. Nous, on a fait ça cet été, par exemple, on était dans le Kéra, on est monté sur le pain de sucre, les gens en bas pensaient que c'était pas accessible, on est arrivé, il se trouve que c'était bien dégagé, on a pu passer, donc en redescendant, on allait prévenir l'office du tourisme, comme quoi le parcours était ouvert, quoi, que c'était gérable. Exactement.
Donc voilà, c'est toujours bien de communiquer comme ça. Après, sinon, encore une fois, alors pour l'instant T, vous ne pouvez pas le prévoir à moins de vous renseigner sur place, de poser des questions, de demander un petit peu aux locaux. Sinon, après, pour l'état général, ça, pareil, consultez Camp to Camp. Ça, en général, ce sera bien écrit dessus. Ok. Comment adapter sa préparation aux saisons ? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais différemment en été ou en hiver ? Ouais, mes fringues, par exemple, les 3 couches, pour le coup, elles sont hyper importantes en hiver. Mon matériel n'est pas tout à fait le même, c'est sûr. En hiver, j'ai effectivement plus de vêtements chauds, j'ai pas les mêmes chaussures. Pareil, je vais changer les coupelles de mes bâtons, mais ça, c'est quand même déjà vachement spécifique. Et puis, en hiver, je prends plus les skis de rando, quoi. Parce que c'est quand même vachement plus rigolo. Ok. Quel est le bon timing pour préparer son sac ? Alors, le sac se prépare au moins la veille. On peut même le préparer avant, mais la veille, ça vous permet, parce que l'eau, vous la mettez pas 2 jours avant dans votre sac, en fait. Vous la mettez au dernier moment, donc vous la mettez la veille, quoi. Donc moi, je conseille de préparer son sac la veille. D'autant que ça vous permet d'être sûr de tout avoir. Si vous préparez votre sac 3 semaines à l'avance, vous allez forcément oublier des trucs. Puis si c'est pour le préparer le jour même, vous partez... Ah, mais vous préparez jamais le jour même. Le jour même, c'est plus une préparation. Et ouais, là, ça devient plus dangereux. Ouais. Non, c'est la veille. Non, le jour même, c'est pas une préparation, le jour même. Comment est-ce qu'on planifie l'eau et la nourriture selon l'itinéraire et ses besoins ? Alors, il y a 2 écoles. Il y a l'école de je veux vraiment m'équiper beaucoup parce qu'il va faire chaud et donc j'ai besoin de beaucoup d'eau. Et il y a l'école de je sais exactement ce qu'il me faut pour passer, voilà. Et je veux être léger, etc. Moi, par exemple, je sais que globalement, il me faut 1 litre tous les 1000 mètres. 1 litre pour 1000 mètres de dénivelé, ça passe. Attention, s'il fait très chaud et si en plus de ça, on a plusieurs reprises, ça a tendance à être un peu plus que ça. Donc, à prévoir. Quand vous débutez, prévoyez globalement 1 litre tous les 600 mètres de dénivelé. Ce serait déjà pas mal. 1 litre tous les 600 mètres de dénivelé, c'est pas mal, ouais. Après, il faut voir aussi la longueur du parcours. Si vous avez, 600 mètres, mais que vous avez 25 km de marche, peut-être qu'un litre, ça va faire juste. Oui. Donc là, effectivement, vous regardez un peu ça. Ok. Et pareil pour la nourriture, c'est selon vos besoins aussi. Si vous avez tendance à faire des chutes de tension un peu comme moi, n'hésitez pas à avoir de la nourriture. Moi, je prends souvent des petites barres de nougat. Ça, c'est excellent. Parce que ça prend pas beaucoup de place. En fait, il en faut peu pour redonner un peu d'énergie. Ou alors, toi, tu prends des carottes. Mais la carotte, c'est tellement la vie en montagne. C'est trop cool, la carotte. La carotte, vous pouvez pas. La carotte, c'est pas comme un fruit classique. D'accord ? Vous mettez une pomme dans votre sac, pour peu que vous la beugniez, c'est fini. La pomme, elle est plus bonne. La carotte, vous pouvez la cogner, il n'y a pas de souci. Si jamais vous la cassez, elle est cassée, mais ça ne vous empêchera pas de la manger. La carotte, elle est légèrement sucrée. Donc, c'est juste pile poil. C'est pas trop non plus, ça ne va pas vous surcharger, ça fait du bien. C'est croquant. Donc, ça vous fait un petit coup de boost, c'est chouette. Son propre packaging. Exactement, la carotte, elle est équipée. Tu la ranges alors que tu l'as bouffée à moitié. Ouais, ça, la carotte, tu peux ne pas la finir. Ouais. Non, ça déconne. Elle est supérieure en tout point, la carotte. On conseille les carottes. Ah ouais. Et les noix, les fruits secs. Les fruits à coque, ouais, ça marche bien. Et puis oui, effectivement, les fruits secs, de façon générale, vous faites un petit sachet, un petit sachet typé, c'est parfait. Ok. Quand faut-il renoncer avant même de partir ? Quand la météo est vraiment, vraiment immonde. En fait, attention. Moi, je suis le mauvais exemple parce que je monte même quand il fait moche. Il y a, pour moi, un temps qui est rédhibitoire, c'est l'orage. Vous avez un orage en montagne, vous partez pas. Maintenant, vous pouvez avoir de la pluie en montagne. Moi, je monte quand même, c'est pas un souci. Vous avez de la neige, moi, je vais monter quand même. Ah ouais, en plus, vous allez croiser moins de monde. Donc, c'est cool. Non, mais c'est vrai. Franchement, c'est pas mal. Il y a plein de... Après, donc, l'orage, effectivement, pour moi, c'est un facteur de non-départ. Il y a votre météo interne. Des fois, vous vous levez un matin, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas bien, vous sentez que que c'est pas ce jour-là. C'est pas ce jour-là, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Ça peut faire chier, surtout quand vous la prévoyez ou que vous l'avez attendue pendant longtemps. Puis vous vous levez le matin, puis vous vous rendez compte qu'en fait, ça va pas passer aujourd'hui, c'est pas grave. Ouais. Faut accepter l'idée que, tant pis.
Ce sera une autre fois. Exactement. La montagne, l'avantage, c'est qu'a priori, elle ne va pas trop bouger. Si elle était là avant, elle sera là après. Bref. Et justement, comment est-ce qu'on brief son groupe avant de partir? Ça dépend qui vous êtes dans le groupe. Si vous êtes le responsable du groupe, vous les briefez bien déjà sur l'heure de départ. Moi, je trouve que c'est hyper important, mais on sous-estime Parce que pareil, on n'a pas tous la même façon d'aborder le truc. Une heure de départ, c'est pas forcément une heure de rendez-vous. Et je dis ça parce que c'est un sujet qu'on a abordé il n'y a pas si longtemps que ça avec un groupe d'encadrants, justement. Et on se rend compte qu'on n'a pas tous les mêmes définitions. Donc si je dis départ à 9h, c'est qu'on part à 9h. Donc j'attends de tout le monde que les gens soient là au moins 20 minutes à l'avance, quoi. De façon à pouvoir charger les voitures, de façon à pouvoir justement faire la météo interne du groupe, savoir un petit peu, donner les différents éléments. Donc voilà. Il y a des gens, ils disent ok, départ à 9h, donc en fait tout le monde arrive à 9h. Donc vous savez que vous partez à 9h30. De chez eux à 9h, quoi. Oh là là, l'enfer. Et pour toi, est-ce que tout le monde doit avoir préparé son itinéraire, ou est-ce que il y a un responsable qui le prépare et les autres peuvent un peu s'y référer? Idéalement, encore une fois, ça dépend de l'activité. Il y a des activités où tout le monde doit absolument le préparer. Littéralement, en ski de rando, il faut que tout le monde ait préparé son itinéraire. En alpinisme, c'est quand même mieux si tout le groupe l'a fait. Hein. En randonnée, c'est moins grave. Ceci dit, s'il arrive le moindre truc et que par exemple l'encadrant principal se trouve pour raison X ou Y incapable d'assurer derrière, comment fait le reste du groupe? Donc c'est bien quand même de préparer dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est mieux de connaître l'itinéraire à l'avance. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Même si tout le groupe prépare pas, l'encadrant, quand il arrive, il distribue un petit peu le parcours en expliquant par où on va passer. Comme ça, tout le monde est plus ou moins au courant, quoi. Donc voilà. Quel est le bon équilibre entre préparation et spontanéité, selon toi? Il n'y a pas d'équilibre. Hein. La spontanéité, c'est joli. Hein. C'est très, très joli. C'est un très joli mot. Pour toi, ça n'existe pas, la spontanéité en montagne? Mais si, il y a de la spontanéité. Typiquement, quand il faut prendre un itinéraire de secours, là, c'est hyper spontané. Là. Ouais. Là, Mais par contre, il faut l'avoir préparé avant. Donc, le choix, il est spontané. Mais la préparation, elle ne l'est pas. C'est une spontanéité préparée, quoi. C'est ça. Ok. Non, en vrai, bien sûr qu'il peut y avoir de la spontanéité, évidemment. Moi, ça m'arrive régulièrement de partir, alors que, voilà. Mais parce que je connais aussi les itinéraires, je connais les endroits, puis bon, je commence à pratiquer un peu, donc... Oui, puis tout dépend des parcours aussi. Il y a des parcours qui sont vachement moins risqués que d'autres. Non, c'est sûr. On peut aussi se permettre parfois de prendre une heure de pause pour faire un petit pique-nique. Oui, complètement. Ou d'aller boire une bière parce qu'il y a un refuge qui a l'air vachement sympa. Ah, mais ça, pour le coup, c'est jamais spontané. Moi, le refuge qui me sert une bière, je te promets qu'il est dans ma préparation. Hein. Oui. On sait jamais qu'il y a une surprise en plein milieu du chemin que tu n'aurais pas remarqué, mais c'est vrai que ça n'arrive jamais, ça, avec toi. Mais c'est pas vrai, ça m'arrive aussi d'être surpris, évidemment. Hein. C'est pas, mais c'est oui. jamais. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que la montagne, c'est jamais sûr. C'est tellement, en fait, voilà, c'est tellement aléatoire de base que la préparation, elle est obligatoire pour ça, en fait. Parce que tout ce qu'on peut préparer, on va le préparer à l'avance. La réalité, c'est que de toute façon, il y aura de la spontanéité parce que la montagne ne nous laissera pas faire comme tout avait été prévu. C'est pas possible. C'est ça. Ok. Et dernière question. Est-ce que toi, tu as une checklist que tu suis religieusement avant chaque... J'ai pas une checklist, j'ai des checklists. Parce que ça dépend vraiment de ce que je vais faire. Ok, tu peux nous en partager un bout? Ouais, une checklist dans la préparation. Donc déjà, la carte de la zone, quand je vais faire une randonnée ou quand je vais sortir, que je vais faire un parcours relativement long. Donc j'ai une carte de la zone, j'ai toujours une boussole. Ça, c'est les bases. Après, j'ai forcément un téléphone chargé avec une application qui me permet de me géolocaliser. Idéalement, j'ai mon altimètre. Ça, c'est vraiment pour les éléments, on va dire, standards. Dans mon sac, il y a forcément ma trousse de secours. J'ai un change, la plupart du temps, un change.
j'ai pas une tenue de rechange complète, mais j'ai par exemple un deuxième t-shirt, un truc comme ça, parce que voilà. J'ai une veste de pluie ou un coupe-vent en fonction de, de la saisonnalité. Je vais être un peu plus léger en été, un peu plus lourd en hiver, voilà. Ouais. Euh, Donc ton sac est fait la veille, j'imagine. ouais, Mhm. de l'eau évidemment et de la nourriture. Et puis oui, comme tu dis, voilà, mon sac est forcément fait la veille et ça m'arrive aussi de le corriger un peu au dernier moment. Mhm. C'est-à-dire que j'ai préparé plein de trucs, puis je regarde la météo, je regarde comment il fait, puis finalement, j'avais prévu qu'il ferait beau comme ça, finalement, c'est pas ouf, je vais quand même prendre la veste lourde alors que je l'avais pas prévu. Ou alors l'inverse, des fois je vois qu'en fait, non, ça se dégage carrément. Ouais. Donc voilà, je vais partir un peu plus léger. Ou même, je sais que ça t'est déjà arrivé de prendre plusieurs équipements avec toi et de voir au Oui, moment sur place, juste avant de exact. partir, finalement je prends Oui, parce qu'il y a le celle-là. sac et la voiture, ouais, tout à fait. Oui, oui, Et il dans y a la moyen voiture, aussi de laisser des ouais, choses dans la voiture. exactement, j'ai souvent plus de trucs dans la voiture. Et ça m'arrive de... Ouais, tout à fait. Bah, c'est... Ouais, en randonnée, bon, ça va encore parce que le matériel, il est globalement toujours le même. T'as ta paire de chaussures, tes fringues et éventuellement tes bâtons. Mais c'est sûr qu'en Alpi, par exemple, t'as préparé normalement les choses essentielles. Et puis au dernier moment, quand tu pars de ta voiture, ça peut arriver que tu prennes un truc en plus parce que tu vois l'endroit où tu vas aller. Et puis ça m'arrive des fois, ouais. Mhm. Au dernier moment, de rajouter un truc, ouais. Ok, ok. C'est déjà la fin de l'épisode. Et du coup, dernière question, le petit jeu, le signal de départ, qui consiste à terminer la fin de ma phrase, qui est bien préparer sa randonnée. Ça commence toujours par... Ça commence toujours par bien préparer ses affaires, je pense. Bien préparer son sac et son réveil. Bien mettre son réveil. Ah ouais, Ça, c'est c'est vrai important, que ça. c'est con. Ça. Ok, eh ben super. Merci beaucoup pour l'épisode. On espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous dire ce que vous faites aussi, vous, pour planifier vos randonnées. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao! Ciao!